Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va aborder notre premier thème de ce cours d'introduction à l'économie et qui sera consacré à la science économique, son objet et ses méthodes. C'est un chapitre qui nous donnera l'occasion de définir cette science qui s'appelle la science économique, mais surtout de voir comment les économistes abordent les questions qui leur sont posées. En effet, le raisonnement économique est un raisonnement particulier. On va donc essayer de voir ses spécificités et ses méthodes. Donc l'aspect le plus important de ce chapitre serait de discuter de la manière dont les économistes abordent les sujets qui les concernent. Sans plus tarder, je vais donc essayer de présenter le plan de ce chapitre. Ce chapitre s'articule autour de 4 points. Dans un premier temps, on va essayer de donner les définitions de la science économique. On voit bien qu'il n'y a pas une seule définition, mais il y en a plusieurs. Donc même la définition de cette science ne fait pas l'objet d'une unanimité entre économistes. On va donc essayer de voir en gros les différentes orientations en la matière et comment les économistes définissent eux-mêmes leur discipline. Dans un deuxième point, on va essayer de comprendre comment raisonnent les économistes. Et puis, on va mettre le point sur les grandes caractéristiques du raisonnement économique avant de distinguer les deux grandes branches de la science économique, à savoir la microéconomie et la macroéconomie. Premier point donc, l'économie, une pluralité de définitions. Alors étymologiquement, le mot économie nous vient du grec. Il vient des mots economia, qui signifie gestion de la maison. Ce mot-là, economia, est composé de deux parties, ekos, qui signifie maison, et nomos, qui signifie l'art de gérer ou d'administrer. Donc le mot economia ou économie renvoie à l'art de bien gérer sa maison. Elle renvoyait donc à l'administration des ressources d'un groupe social délimité qui peut être la famille ou, dans un sens plus large, la communauté. Donc, économie, à la source, étymologiquement, renvoyait à cette technique, à cet art de bien gérer la maison, la famille ou la communauté. En fait, il y a une grande ressemblance entre la gestion d'une famille et la gestion d'une économie. Dans les deux cas, on doit faire des choix. Dans les deux cas, on doit gérer des contraintes. Le père d'une famille gère chaque jour des contraintes. Il fait des choix. Est-ce qu'on va faire ceci ou cela? On aimerait bien faire tout ce qu'on veut, mais on n'a pas assez de ressources pour avoir tout ce qu'on aime. On doit donc choisir d'une manière ou d'une autre. Dans une famille, comme dans une économie, on a des ressources qu'on va répartir entre les membres de la famille, on a des devoirs que chacun doit faire, etc., etc. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine ressemblance entre la famille et sa gestion et l'économie et la manière de la réguler. Alors, on ne va pas entrer dans les détails,
Hein, on va aller de manière sommaire parce que il y a beaucoup d'aspects à traiter. Alors, rapidement, on va sauter de l'Antiquité au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, une nouvelle appellation va apparaître. C'est l'appellation économie politique. Cette expression-là a été utilisée pour la première fois par Antoine de Montchrétien en 1615. Et cette nouvelle appellation renvoie à l'idée suivante, c'est que très souvent, derrière les considérations économiques ou derrière les phénomènes économiques se cachent très souvent des problèmes politiques. Je donne un petit exemple. Là, c'est déjà, on voit bien que ici, dans le cadre de cette expression, on est loin du cadre de la famille, on se projette plutôt dans un cadre de la nation, de l'État-nation, ou dans le cadre d'un pays tout entier. Je donne un petit exemple. Lorsque, lorsque l'on parle du salaire minimum, par exemple, ou de la question salariale en général, cette question-là a un caractère économique. Il s'agit de rémunérer les salariés qui ont participé à créer de la valeur, à créer de la richesse. Mais derrière cette question apparemment économique se cache un aspect politique. Les salaires, sur le plan d'un pays, constituent un élément de paix sociale, constituent un élément politique. Si les salaires sont trop bas, ça peut conduire à des émeutes, ça peut conduire à des perturbations sociales et ça peut causer de gros problèmes politiques. Donc l'expression économique politique, lorsqu'elle est née au XVIIe siècle, elle était là pour attirer l'attention sur le fait que l'économie et la politique sont très corrélées et très souvent les questions économiques peuvent porter aussi un habillage politique. Depuis la seconde partie du XIXe siècle, le mot économie tend à remplacer petit à petit celui d'économie politique. Là, il y a une autre évolution. On part du mot économie politique et on commence petit à petit à lui substituer un autre mot, c'est l'économie tout court. Économie au lieu d'économie politique. Alors pourquoi cette volonté de parler d'économie tout court et pourquoi à partir de la seconde moitié du 19e siècle? Alors cette période-là, la seconde moitié du 19e siècle, a été marquée par l'apparition d'un courant de pensée économique que l'on appelle les néoclassiques. Et ces économistes néoclassiques avaient pour objectif de donner à la science économique l'allure d'une science exacte, c'est-à-dire une science rigoureuse qui devrait ressembler à la physique, la chimie, etc. Autrement dit, ces économistes néoclassiques avaient pour ambition de donner à la science économique des lois universelles applicables partout. Ils ont essayé donc d'introduire en économie les mathématiques. Les mathématiques étant le langage universel, le plus abstrait et le plus rigoureux. On a donc essayé d'ôter à la science économique cet aspect-là d'une science sociale qui est un petit peu à cheval entre les questions économiques et les questions politiques, qui n'est pas très rigoureuse, où on a affaire à des interprétations différentes
qui ressemble à celle qui marque une science comme la science politique. Alors on a essayé ici donc de donner à l'économie l'image d'une science pure, d'une science rigoureuse, d'une science exacte. Ainsi, on a introduit les mathématiques dans le raisonnement économique. L'introduction de ces mathématiques va donner donc lieu à l'apparition de ce qu'on appelle la microéconomie que vous étudiez maintenant. Et l'usage donc de ces mathématiques avait principalement pour objectif de donner à cette nouvelle discipline qui est l'économie, à lui donner le statut de science. Ainsi, ces économistes néoclassiques vont essayer de dégager des relations entre les variables économiques et de définir des liens de causalité entre ces différentes variables. À partir de là, on va essayer de formaliser ces relations sous forme d'équations mathématiques, sous forme de fonctions. Et à partir de là, on va chercher à maximiser certaines fonctions, à gérer, à minimiser d'autres. On va chercher à optimiser des fonctions sous contraintes, etc., etc. Donc l'usage des mathématiques en économie avait pour objectif de donner l'impression qu'il s'agit là d'une science exacte qui est différente de la sociologie, qui est différente des sciences politiques, qui est différente de la psychologie, etc., etc. Donc, l'objectif était de donner à cette discipline-là le statut d'une science exacte qui ressemblerait à la chimie, à la physique, etc., etc. On n'a donc pas une seule définition de l'économie, on en a en fait plusieurs. Mais on peut regrouper toutes ces définitions en trois grandes classes, en trois grandes catégories. L'économie, à travers l'histoire, a été donc progressivement définie comme, dans un premier temps, comme la science des richesses, puis l'économie a été définie comme la science de l'échange sur un marché, et en troisième lieu, l'économie a été présentée comme la science de la gestion de la rareté et des choix. On va voir donc progressivement ces trois grandes classes de définition et d'analyser le contenu de chaque définition. Premier type de définition, l'économie, c'est la science de la richesse. العلم الذي يهتم بالثروة. Depuis Aristote jusqu'à Adam Smith. Adam Smith, c'est un économiste classique très connu. On aura l'occasion de parler de ce personnage dans les séances futures. C'est l'économiste le plus célèbre et c'est le père fondateur, si vous voulez, de la science économique. Avant lui, on avait des réflexions économiques, mais c'est avec Adam Smith que la vraie science économique moderne va apparaître. Donc, depuis Aristote jusqu'à Adam Smith, la plupart des définitions font de l'économie quoi? Et font de l'économie la science de l'acquisition des richesses pour l'individu et pour la nation. Donc, pour Adam Smith, l'économie, ce n'est rien d'autre que la science qui s'intéresse à la richesse. Cette richesse qui peut être celle de l'individu comme celle d'un pays ou d'une nation. Selon un autre économiste classique très célèbre, Jean-Baptiste Say, l'économie politique est l'étude de quoi? De la manière dont se forment, se distribuent et se consomment les richesses. Donc,
tout tourne autour de la richesse et l'économie n'est rien d'autre que la science qui s'intéresse à la manière dont la richesse se forme et se distribue et se consomme. D'ailleurs, le livre principal d'Adam Smith s'intitule Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations. Donc cette première définition, elle est simple. Elle nous dit comme quoi l'économie est la science qui s'intéresse à la richesse. Deuxième grand type de définition de l'économie est une science qui s'intéresse à quoi? Qui s'intéresse à l'échange marchand. L'échange marchand, c'est-à-dire l'échange qui se passe sur un marché, c'est-à-dire l'échange qui donne lieu à un prix. Je paie un prix pour avoir un bien ou un service. Donc à chaque fois que vous entendez parler de marchand, ça devrait renvoyer à la notion de marché et à la nécessité de payer un prix. Un bien ou un service n'a pas de valeur en soi. Il n'a de valeur que s'il permet de satisfaire un besoin humain. On dira alors qu'il a une utilité ou qu'il procure une satisfaction. Donc, un bien quelconque n'a pas de valeur en soi et doit être utile et doit avoir une certaine utilité. Et lorsqu'elle a une utilité, elle sera demandée par des agents. Et lorsqu'elle est demandée pour l'avoir, on doit payer. On a un petit problème. Comment mesurer l'utilité et par conséquent, comment estimer la valeur des biens? Ça, c'est une grande question. Qui va décider de la valeur des biens? Qui va dire que ce bien-là est important et que cet autre bien n'a pas de valeur? La notion d'utilité étant subjective, il serait donc judicieux de l'estimer en passant par l'échange. L'utilité dépend de tout un chacun. Un bien peut être utile pour moi et pas vraiment utile pour quelqu'un d'autre. L'utilité d'un bien dépend de chacun de nous. Elle est subjective. Et puisque c'est comme ça, puisque l'utilité est subjective, il serait donc judicieux d'estimer cette utilité en passant par l'échange. L'idée derrière, c'est quoi? L'idée derrière tout ça, c'est que les biens qui semblent être utiles pour la grande majorité des gens, ces biens-là seront tout simplement demandés et feront l'objet d'une demande. Et donc, si ces biens-là sont satisfaits, si ces besoins-là sont satisfaits, il va y avoir un échange qui va porter sur ces biens qui sont utiles. Les biens qui ne sont pas utiles, les biens futiles, les biens qui n'intéressent personne, ne seront pas demandés et donc ne feront pas l'objet d'un échange sur un marché. Ainsi, on peut dire que ce sont les échanges quotidiens qui s'opèrent chaque jour au niveau des marchés qui déterminent les valeurs relatives des biens et des services. Les biens les plus recherchés ou les produits les plus recherchés parce qu'ils sont utiles justement seront donc demandés et lorsqu'ils sont demandés, leur prix va augmenter. Les biens qui ne seront pas demandés ou les produits qui ne seront pas demandés parce qu'ils n'intéressent personne, ces produits-là n'auront pas de prix et ne seront pas échangés ou au moins
ils seront échangés à des prix très bas. Ainsi, on peut dire que la valeur relative de chaque bien, et donc son utilité, est déterminée par son prix. Les prix qui sont demandés par tous, pardon, les produits qui sont demandés par tous vont voir leur prix grimper, alors que les produits qui sont très faiblement demandés vont voir leur prix baisser sur un marché libre qui fonctionne librement. Ainsi, l'économie devient alors une science de l'échange marchand, exprimée par un prix. Donc l'économie, c'est la discipline qui s'intéresse aux biens marchands, aux biens qui font l'objet d'un échange sur un marché à travers le paiement d'un prix. Ne peuvent donc être qualifiés d'économiques que les biens qui peuvent se traduire par un prix. Là, on répartit, si vous voulez, le monde en deux grandes parties. On a d'un côté les biens qui sont recherchés et qui font l'objet d'un échange que l'on appelle les biens économiques, et les biens qui ne font pas l'objet d'un échange sur un marché et qui ne sont pas des biens économiques. On parlera alors de biens non économiques ou de biens libres. Cette distinction entre les biens économiques et les biens non économiques nous donne l'occasion d'ouvrir une grande parenthèse pour distinguer les différents types de biens. Ce sera donc l'objet de cette prochaine section et qu'on nous donnera l'occasion de donner quelques précisions sur la nature des biens. Alors on va voir que les biens sont des moyens qui permettent de satisfaire des besoins humains. Les humains ont des besoins et pour satisfaire ces besoins, on est obligé de consommer des biens et des services. Quand on a faim, on a besoin de manger. On a besoin aussi de se vêtir, de porter des vêtements. On a besoin de se déplacer, etc., etc. Tous ces besoins-là donnent lieu à des consommations de biens et de services pour satisfaire ces besoins. Alors on distingue les biens économiques et les biens libres, les biens marchands et les biens non marchands, les biens de production et les biens de consommation, les biens individuels, les biens collectifs, etc., etc. Commençons par cette première distinction entre les biens économiques et les biens libres. Un bien économique est un bien produit par l'homme, utile et relativement rare. Un bien économique est un bien qui va naître du travail de l'homme, qui est utile, qui sert à quelque chose et qui est relativement rare. La rareté, la notion de rareté est très importante dans la définition d'un bien économique. Pourquoi? Parce que un bien qui est disponible en quantité illimitée n'est pas un bien économique, c'est un bien libre. Si pour un bien donné, si on peut le trouver un peu partout dans la nature et dans des quantités illimitées, de sorte que n'importe qui peut l'avoir sans peine, et il n'y aura personne qui sera prêt à payer pour avoir ce bien.
Donc ce bien sera nécessairement un bien gratuit, un bien disponible pour tous, un bien qui n'est pas rare, donc un bien qui n'est pas économique. C'est un bien libre. Un exemple, l'air que l'on respire est un bien essentiel, voire vital. Si on ne respire pas, on meurt. C'est aussi simple que ça. Donc l'air est un bien indispensable à la vie. Et pourtant, ce n'est pas un bien économique parce que c'est un bien qui est disponible en quantité illimitée. Il est loin d'être un bien rare. C'est un bien donc qui n'est pas économique, c'est un bien libre. Donc, le caractère économique au nom d'un bien n'a pas de rapport avec son caractère vital ou pas. Elle a plutôt à faire avec sa disponibilité ou sa rareté. Les biens qui sont relativement rares sont des biens économiques. Les biens qui sont disponibles dans des quantités illimitées sont des biens libres, même si, comme c'est le cas de l'air que l'on respire, même si ces biens-là sont nécessaires à la vie. Les rayons de soleil, c'est aussi très important pour la santé, mais ils ne font pas l'objet d'un échange marchand. Ce ne sont pas des biens économiques parce que, notamment dans un pays comme le nôtre, quiconque peut avoir accès à ces rayons de soleil sans avoir à payer quoi que ce soit. Donc c'est un bien libre. On va entrer un petit peu dans le détail. Il existe deux grandes catégories de biens économiques. Les biens matériels qui ont une substance physique et les autres biens qui n'ont pas de substance physique que l'on appelle les services. Alors les biens matériels sont des produits donc physiques et parmi ces biens matériels on distingue, là encore c'est une autre déclinaison, c'est une autre distinction plus fine. Parmi les biens donc matériels, on distingue les biens durables, les biens semi-durables et les biens non durables. Alors les biens durables, ce sont des biens qui servent plusieurs fois. On peut les utiliser plusieurs fois. C'est simple. C'est le cas d'un lave-vaisselle par exemple. C'est le cas d'immeubles, les bureaux, un lit, une chaise. C'est le cas aussi d'une voiture, etc., etc. Ces biens-là ont une durée de vie qui est assez longue. On les appelle donc des biens durables parce qu'ils durent dans le temps, tout simplement. Les biens semi-durables, elles servent donc plusieurs fois et ils ont une durée de vie moyenne. Une paire de chaussures, un pantalon, un crayon, etc., etc. Troisième catégorie de biens matériels, les biens non durables. Ce sont des biens qui sont détruits au premier usage, à la première utilisation. C'est le cas d'une allumette, d'un yaourt, etc. Ils ne servent qu'une fois.
À côté de ces biens matériels, on a d'autres éléments qui constituent une partie des biens économiques. Ces éléments-là, on les appelle les services. Les services sont des produits intangibles qui n'ont pas de substance physique. Les médecins, les coiffeurs, les avocats, les notaires, les professeurs produisent des services. Donc, une consultation médicale, c'est un service. Une coupe de cheveux, c'est un service. Le travail d'un avocat, c'est un service. Un cours donné par un enseignant, c'est un service. Un service assuré par un notaire ou autre profession libérale, là encore, il s'agit d'une variété de services que les humains produisent dans une économie. Donc, dans le cadre des biens économiques, on a fait la distinction entre les biens matériels et les biens qui ne sont pas matériels, ou les services, les produits qui ne sont pas matériels, qui ne sont pas tangibles, ou ce qu'on appelle les services. Deuxième distinction, on fait aussi d'habitude la distinction entre les biens marchands et les biens non marchands. Biens marchands et non marchands. Les biens et services marchands sont destinés à être commercialisés sur un marché. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai dit que à chaque fois que l'on entend parler de marchand, on devrait penser au marché. Les biens marchands sont des biens qui sont échangés sur un marché, c'est-à-dire que pour les avoir, on doit payer un prix, et les personnes qui les mettent en vente sont des personnes qui cherchent un profit. Ils ont l'objectif de réaliser un profit, ils ont ce qu'on appelle un objectif lucratif. Ça concerne l'écrasante majorité des biens. Les voitures que l'on achète, les stylos, les crayons, les livres, les unités pour recharger votre téléphone et tout ça sont des biens marchands. Les chaussures que vous portez, les pantalons, etc., etc. Tout ça, ce sont des biens marchands parce que ce sont des biens qui font l'objet d'un échange sur un marché, moyennant le paiement d'un prix. Les services non marchands sont, quant à eux, fournis gratuitement ou quasi gratuitement, soit par l'État, Dawla, soit par des associations, etc. جمعيات إلى غير ذلك. Il s'agit essentiellement de l'éducation publique, Ta'lim al-Umumi, qui est assurée gratuitement par l'État, ou la santé publique, etc. Et parfois des services gratuits qui sont assurés par des associations dans le but d'aider la population sans rechercher de profit. Ce sont donc des services qui sont assurés par l'État et par les organismes à but non lucratif. Ces services non marchands, c'est donc essentiellement l'éducation, la santé publique dans les hôpitaux publics, l'éclairage public, on ne paie pas pour avoir l'éclairage public, etc., etc. Donc, deuxième distinction, on a pu distinguer entre les biens marchands et les biens non marchands. Les biens marchands sont des biens qui passent par l'échange au niveau d'un marché,
et qui donne lieu au paiement d'un prix, alors que les biens non marchands sont des biens qui sont des services essentiellement, qui sont assurés à titre gratuit, sans payer un prix et sans rechercher de profit. Ces biens sont donc assurés essentiellement par l'État, mais aussi par des organismes à but non lucratif comme les associations qui donnent parfois des services à titre gracieux. Troisième distinction qu'on va faire, on va distinguer les biens de production des biens de consommation. Dans une économie, on a ce qu'on appelle des biens de production et d'autres biens qui sont de consommation. Si je vous dis quelqu'un qui achète un pot de confiture pour son petit déjeuner, il s'agit là, il a acheté un bien de consommation parce qu'il va le consommer pour satisfaire un besoin de consommation finale, si vous voulez. Et si je vous dis qu'une entreprise achète une machine, l'entreprise n'achète pas cette machine pour la consommer directement, elle l'achète parce que cette machine permet de produire d'autres biens qui vont servir, eux, à satisfaire des besoins de consommation. Par exemple, cette machine-là, on va supposer qu'il fait des confitures. Il fait des pots de confiture. Alors, la machine va produire des pots de confiture qui seront consommés par le consommateur final. Donc, la machine n'est pas un bien, dans notre exemple, n'est pas un bien de consommation, c'est un bien qui permet de produire des biens de consommation. On va dire qu'il s'agit là d'un bien de production. Donc, un bien de consommation est un produit ou un service fabriqué à destination des consommateurs. Il est détruit plus ou moins rapidement, selon qu'il s'agit d'un bien durable, semi-durable ou non durable. Il est donc détruit plus ou moins rapidement pour satisfaire un besoin du consommateur. Donc, les biens qui permettent de satisfaire les besoins des consommateurs, on les appelle des biens de consommation. En revanche, un bien de production correspond donc à l'ensemble des biens ou équipements nécessaires à la production de biens de consommation. Il s'agit des machines, des biens de transport, des matières premières, des produits semi-finis, etc., etc. Donc, c'est simple. Lorsqu'un bien permet de satisfaire un besoin de consommation directement, il s'agit d'un bien de consommation. Lorsqu'un bien sert plutôt à produire d'autres biens qui vont satisfaire des besoins de consommation ou autres, là on parle de biens de production. Mais remarquons une chose, si un particulier achète une voiture, elle est considérée comme un bien de consommation. Parce que ce particulier-là, ce monsieur, a acheté cette voiture pour se déplacer, pour satisfaire son propre besoin de déplacement. La voiture répond à un besoin de consommation. Il s'agit d'un bien de consommation. Mais la même voiture, achetée cette fois-ci par un chauffeur de taxi pour l'utiliser comme moyen de travail, comme voiture qui va servir de taxi pour déplacer les gens contre le paiement d'un prix, cette même voiture devient donc, dans ce cas-là, elle devient un bien de production. Donc, on n'a pas d'un côté des biens qui sont toujours des biens de consommation et d'autres biens qui sont toujours des biens de
production. Tout dépend de l'usage qu'on va en faire. La même voiture peut être considérée comme un moyen de transport d'une personne pour ses propres besoins, auquel cas elle va être considérée comme un bien de consommation. Et cette même voiture, si elle est utilisée comme taxi ou comme ambulance par exemple, elle va être considérée comme un bien de production. Lorsqu'une femme au foyer achète des légumes pour faire une salade à la maison, elle a acheté des biens de consommation. Les mêmes légumes achetés par un petit restaurant du coin pour faire une salade qui sera vendue à midi aux clients de ce restaurant, les mêmes éléments deviennent des biens de production parce que ça va servir à produire un autre produit économique qui est la salade qui sera servie à midi. Donc, bien de production sert à produire des biens qui vont servir à produire d'autres biens qui seront consommés. Biens de consommation, ce sont des biens que l'on consomme directement. Après avoir vu les deux premières catégories de définition de l'économie, à savoir, dans un premier temps, l'économie qui était définie comme la science de la richesse, et deuxième point, l'économie qui a été définie comme la science qui s'intéresse à l'échange marchand. On va voir maintenant un autre aspect et une autre catégorie de définition qui est très importante, à savoir l'économie en tant que science qui gère la rareté, الندرة أو القلة, et l'économie en tant que science qui nous aide à faire des choix efficaces. Selon cette définition, l'économie c'est la science qui s'intéresse à la rareté. Les biens économiques sont des biens relativement rares. Et lorsqu'une chose est relativement rare, on doit choisir pour l'affecter. Si vous n'avez pas assez d'argent, vous devrez choisir d'acheter tel bien ou tel autre bien. Si vous n'avez pas assez de temps, vous devrez choisir de faire une activité ou une autre activité. Ce choix vous est obligé, vous est imposé par cette rareté. Si le temps était illimité, vous n'aurez pas à choisir. Vous allez faire tout ce que vous voulez sans contrainte. Si vos ressources matérielles et votre argent, votre capital n'est pas limité, s'il est illimité, vous n'aurez pas à choisir entre acheter ceci ou acheter cela. Vous allez tout acheter. Mais hélas, dans la vraie vie, les ressources sont limitées et donc on doit choisir. Ok? Donc les biens ne sont pas disponibles en quantité illimitée. Les ressources naturelles, le temps, l'argent et les autres ressources ne sont pas inépuisables. Elles sont épuisables. Elles existent en des quantités qui sont limitées. Elles sont donc rares. On dit que les ressources sont rares, donc si l'économie concerne une chose, c'est bien la rareté. Alors il faut comprendre cette notion de rareté de la manière suivante. Même une personne très 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 riche, hyper riche, n'a pas toutes les ressources qui lui permettent de tout acheter sur cette terre et de satisfaire tous les types de besoins qu'il peut imaginer.
La rareté est donc relative. Pourquoi? Parce que la rareté la rareté des ressources se mesure à l'infinité des besoins. Puisque les besoins humains sont infinis, à chaque fois qu'on satisfait un besoin, il y a un autre besoin qui va naître, et ainsi de suite. Donc les besoins sont infinis. Et face à l'infini, quelle que soit la quantité d'argent dont vous disposez, comparée à l'infini, cette quantité-là est rare, elle tend vers zéro. Ok? Donc, que ce soit l'argent, le temps ou des ressources naturelles, toutes ces ressources-là sont relativement rares comparées à tous les besoins qu'on a besoin de satisfaire. L'économie s'intéresse justement à ces situations où on a des ressources rares pour satisfaire des besoins qui sont illimités. On est en présence dans ce cas-là d'un problème de rareté, الندرة أو القلة, et cette rareté nous oblige à faire des choix. Et donc, l'économie s'intéresse à ces choix et nous propose des méthodes pour faire des choix qui sont intelligents, des choix qui sont rationnels. On a donc, on vient de le dire, on a donc des ressources qui sont rares. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a des besoins humains qui sont nombreux et variés et sont illimités. La satisfaction d'un besoin en fait naître un autre, de sorte que on n'arrive jamais à satisfaire tous nos besoins. Ainsi, on se trouve devant la situation suivante. On a d'un côté des ressources qui sont rares et de l'autre côté, on a des besoins qui sont illimités. Nos ressources, que ce soit l'argent dont nous disposons, le temps que l'on a ou toutes les autres ressources sont donc rares comparées à nos besoins humains qui sont illimités. Donc d'un côté, on a des ressources rares et de l'autre, on a des besoins illimités. Ça nous oblige donc à faire des choix. On doit choisir. Je n'ai que 50 dirhams en poche et j'aimerais choisir l'article A ou l'article B. Les deux articles coûtent chacun 50 dirhams. Je ne peux pas avoir et A et B, je dois choisir entre A et B. Si j'avais 100 dirhams, j'aurais pu prendre les deux. Mais mes ressources d'argent sont limitées à 50, donc je dois choisir entre A et B. Cet après-midi, j'ai 3 heures libres. Je me demande qu'est-ce que je peux faire avec mes 3 heures. Est-ce que je vais voir un ami? Est-ce que je vais réviser mes cours? Est-ce que je vais naviguer sur Internet? Est-ce que je vais faire du sport? Etc. etc. Je dois choisir la meilleure manière de dépenser ces 3 heures. J'aurais aimé pouvoir à la fois réviser mes cours, faire du sport, naviguer sur Internet, voir un ami et faire des courses en même temps. Mais je ne peux pas le faire parce que mes ressources, en l'occurrence mes ressources temps, les 3 heures de temps dont je dispose, sont limitées et ne me permettent pas de tout faire. Je dois donc choisir la meilleure ou le meilleur usage possible de ces 3 heures. Parce que mes ressources sont limitées et mes besoins sont illimités. Et là, la question se pose,
de savoir choisir. Et là, l'économie vous dit, moi, la science économique, je vous propose des outils pour vous aider à bien gérer cette rareté et à faire les meilleurs choix possibles. On va donc prendre quelques choix auxquels les agents économiques sont confrontés. Exemple de choix des agents. Le consommateur, avec un budget limité et compte tenu des prix et de ses préférences, va chercher à acheter la combinaison des biens X et Y, vous avez vu ça dans votre cours de microéconomie, j'espère, qui maximise la satisfaction. Donc, notre consommateur a un budget limité, mais ses besoins sont illimités. Il ne va pas acheter n'importe quoi, il va acheter des biens qui vont permettre d'utiliser au mieux ses ressources, c'est-à-dire des biens qui vont lui donner le maximum d'utilité ou le maximum de satisfaction. Le même souci se pose pour un producteur. Le producteur cherche une combinaison, vous allez voir ça le semestre prochain, Inch'Allah, dans votre cours de microéconomie. Un producteur va chercher la meilleure combinaison possible des facteurs de production, le travail et le capital, qui lui permettent de maximiser son profit ou de minimiser ses coûts de production. Là encore, le producteur doit faire des choix rationnels pour arriver à ses objectifs. Le père de famille, qui a un revenu limité, doit choisir aussi, par exemple, entre mettre les enfants dans des écoles chères ou voyager à l'étranger chaque année. Ce père de famille aurait bien aimé pouvoir mettre ses enfants dans une école très chère et en même temps voyager chaque année à l'étranger. Mais ses ressources limitées ne lui permettent pas de satisfaire ces deux besoins en même temps. Il doit choisir, rareté oblige. Il est obligé de choisir parce que ses ressources sont rares par rapport à ses besoins. Il doit donc choisir et l'économie est là pour l'aider à faire un choix rationnel. Donc l'économie, dans cette optique, c'est la science qui s'intéresse à la rareté en premier lieu et à la manière de gérer cette rareté, c'est-à-dire à faire des choix rationnels, des ressources rares dont on dispose pour satisfaire les besoins illimités qui nous entourent. Le choix qui est imposé par la rareté ne s'impose pas tout simplement, ne s'impose pas uniquement aux producteurs, aux consommateurs et à ce père de famille, et s'impose même au gouvernement. À l'échelle d'un pays, le gouvernement doit choisir, par exemple, entre acheter des armes pour protéger ses frontières ou financer un enseignement public de qualité. L'État, dans cet exemple, aurait bien aimé embaucher des milliers et des milliers de médecins chaque année et acheter de très grandes quantités d'armes et embaucher des milliers et des milliers de soldats chaque année. Mais l'État ne peut pas se permettre tout ça parce que ses ressources sont limitées. Il a un budget qui est limité et doit donc choisir. Il doit donc faire un choix. Et là, on voit bien que même pour un gouvernement qui a des ressources plus substantielles que les individus, même pour ce gouvernement-là, un choix s'impose du fait que les ressources sont limitées par rapport aux besoins éventuels. Ainsi, le rôle de l'économie est de chercher le meilleur choix pour un consommateur, pour un producteur ou pour l'État, pour le gouvernement. Donc, l'économie est la science qui s'intéresse à la rareté et à la manière
de répondre à cette rareté en utilisant de manière rationnelle les ressources rares dont on dispose pour satisfaire nos besoins qui sont par définition illimités. Pourtant, cette définition très large pose problème. Pourquoi? En effet, si tout comportement impliquant des choix rationnels et économiques par définition, alors la relation d'une mère à son bébé est également une relation économique, si on accepte cette définition très large. Pourquoi? Parce que même dans la relation d'une maman avec son bébé, la maman doit faire des choix à chaque fois. Elle doit faire des choix rationnels parce qu'elle gère une rareté. Elle gère son temps qui est rare, elle gère des ressources qui sont rares, donc c'est une question économique. Or, on sait très bien que ça pose un problème de considérer que même la relation très affectueuse qu'entretient une maman avec son bébé, il est très difficile de considérer qu'il s'agit là, tout froidement, d'une relation économique. C'est la raison pour laquelle certains économistes ne se contentent pas de définir l'économie comme la science des choix rationnels imposés par la rareté, mais insistent sur l'objet de ces choix, ne seront donc considérés comme économiques que les questions qui concernent des objets économiques. Ainsi, les questions économiques ou l'économie ne s'intéresse qu'aux choix qui sont effectués dans le cadre ou pour répondre à des objets économiques, à savoir la production, la consommation, la distribution, etc., etc. Donc, cette séance nous a permis de savoir que les économistes ne sont pas unanimes pour donner une seule définition de la science économique. Et on a vu que la définition de l'économie est passée historiquement par trois grandes étapes. Dans un premier temps, notamment pour les classiques, les économistes classiques, l'économie a été définie comme la science de la richesse, la science qui donne lieu à une richesse et à sa gestion, que cette richesse concerne les individus ou les pays. La deuxième définition qu'on a avancée, c'est que l'économie était la science qui s'intéresse à l'échange marchand, c'est-à-dire que seuls les biens qui peuvent faire l'objet d'un échange marchand, c'est-à-dire un échange sur un marché moyennant le paiement d'un prix, seuls ces éléments-là, seuls ces objets-là, seuls ces produits-là font l'objet de ce qu'on appelle la science économique. Seuls ces produits-là concernent l'économie. L'économie est la science qui s'intéresse à l'échange marchand. Et tous les autres biens qui sortent de cette sphère ne sont pas considérés comme des biens économiques. Tous les biens qui ne sont pas échangés sur un marché ne sont pas des biens économiques. Ça, c'est la deuxième grande définition de l'économie. Cette distinction nous a donné l'occasion de faire la distinction entre les biens économiques et les biens libres. Et on a dit que les biens économiques sont les biens qui naissent du travail humain, qui sont utiles, que l'on recherche, parce qu'on a besoin de ces biens-là, et qui sont rares. Si on a des biens qui sont très utiles, voire même vitaux, à défaut de ces biens, on va mourir. Et si ces biens sont très très disponibles et dans des quantités illimitées, ils ne peuvent pas être des biens économiques parce que on peut les avoir sans aucun effort. Ils ne souffrent pas de la rareté, donc ce sont des biens qui sont libres et ne sont donc pas des biens économiques. Troisième et dernière catégorie de définition, l'économie a été définie comme étant la science qui s'intéresse avant tout au phénomène de rareté. Et on entend par rareté le fait que
on a d'un côté des ressources qui sont limitées et de l'autre, on a des besoins qui sont illimités. Face à cette rareté, on est obligé de faire des choix. Et l'économie, justement, est la science qui nous propose des choix rationnels pour bien gérer ce problème de rareté dont les humains souffrent. L'économie nous propose des outils intelligents, rationnels, pour faire le meilleur usage possible de nos ressources rares pour satisfaire nos besoins qui sont illimités. Et lorsqu'on parle de ressources, je le rappelle pour la dernière fois, lorsqu'on parle de ressources, il ne s'agit pas tout simplement de l'argent. On a tendance à penser directement à l'argent, mais les ressources, ça concerne aussi le temps par exemple, ça concerne des matières naturelles, des produits naturels. L'eau est une ressource rare par exemple. Et la gestion de l'eau est une question économique. Bien, alors, cette séance prend fin et la prochaine fois, Inch'Allah, on va aborder le deuxième aspect de ce premier chapitre, à savoir comment raisonnent les économistes. Ça nous donnera l'occasion de mieux comprendre le raisonnement économique, de mieux comprendre comment les économistes abordent les questions qui leur sont posées, quelles sont les hypothèses qu'ils retiennent et quelle est leur méthode pour approcher les problèmes économiques. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation. Merci et à la prochaine.